En août 2019, une nouvelle a fait le tour du monde, suscitant un mélange d'incrédulité, d'amusement et parfois de stupeur dans les chancelleries internationales. L'idée semblait sortir tout droit d'une autre époque, voire d'une fiction satirique. Les États-Unis envisageaient d'acheter le Groenland. Sur les réseaux sociaux et dans les médias grand public, l'information a souvent été traitée comme une boutade, une excentricité diplomatique rapidement balayée par le gouvernement danois, qui a rappelé que le Groenland n'était pas à vendre. Pourtant, derrière les gros titres et les réactions épidermiques, se cache une réalité géopolitique profonde, ancienne et d'une importance capitale pour la sécurité mondiale au XXIe siècle. L'intérêt de Washington pour cette île immense, la plus grande du monde si l'on exclut l'Australie, n'est ni nouveau ni irrationnel. Il ne s'agit pas d'une lubie immobilière, mais d'une préoccupation stratégique majeure qui remonte à plus d'un siècle et demi. Comprendre pourquoi les États-Unis s'intéressent tant au Groenland nécessite de dépasser l'actualité immédiate pour plonger dans l'histoire militaire, la géographie polaire et les nouvelles réalités de la compétition entre grandes puissances. Le Groenland n'est pas seulement une étendue de glace et de roches, c'est, aux yeux des stratèges militaires américains, le porte-avions le plus important de l'hémisphère nord, une forteresse naturelle positionnée au sommet du monde, contrôlant les portes de l'Arctique et de l'Atlantique Nord. Pour saisir les enjeux actuels, il faut remonter le temps. L'idée américaine d'acquérir le Groenland précède de loin l'ère moderne. Le premier intérêt documenté remonte à 1867. Cette année-là, les États-Unis, sous la direction du secrétaire d'État William Seward, achetaient l'Alaska à la Russie et tsariste. Cette acquisition, surnommée à l'époque la folie de Seward, s'est révélée être un coup de maître stratégique et économique. Dans la foulée de ce succès, le département d'État américain a commandé un rapport sur la valeur des ressources du Groenland. L'idée était déjà là, sécuriser le flanc nord du continent américain. Cependant, le projet n'a pas abouti à l'époque. Le tournant décisif survient durant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le Danemark est envahi par l'Allemagne nazie en 1940, le Groenland se retrouve dans une position précaire. Les Alliés ne peuvent permettre que cette île immense tombe sous contrôle allemand. Sa position est cruciale pour deux raisons, la météo et la logistique. Les stations météorologiques au Groenland fournissaient des données vitales pour prévoir les conditions au-dessus de l'Europe. Contrôler la météo groenlandaise, c'était savoir quand lancer des bombardements ou planifier le débarquement de Normandie. De plus, l'île servait de point de ravitaillement essentiel pour les avions alliés traversant l'Atlantique vers le Royaume-Uni. En 1941, un accord est signé entre les États-Unis et l'ambassadeur danois à Washington, qui agissait indépendamment du gouvernement occupé à Copenhague, permettant aux forces américaines de construire des bases sur le territoire groenlandais. Le Groenland devenait de facto un protectorat américain pour la durée de la guerre. À la fin du conflit, la valeur stratégique de l'île était devenue indéniable. En 1946, l'administration du président Harry S. Truman a fait une offre très sérieuse, bien que secrète à l'époque, 100 millions de dollars en or pour acheter le Groenland au Danemark. C'était une somme colossale pour l'époque. Le Danemark, souhaitant conserver ses liens historiques et sa souveraineté, a poliment refusé. Mais ce refus n'a pas mis fin à l'intérêt américain. Au contraire, l'avènement de la guerre froide allait transformer le Groenland en l'un des terrains les plus critiques de la confrontation Est-Ouest. Pourquoi le Groenland était-il si important face à l'Union soviétique? La réponse tient en un mot, la géographie. Si l'on regarde une carte du monde traditionnelle, le Groenland semble être une masse lointaine au nord, mais si l'on regarde une projection polaire, centrée sur le pôle nord, la réalité saute aux yeux. Le Groenland est le chemin le plus court entre les silos de missiles nucléaires soviétiques et le territoire nord-américain. Dans un scénario de guerre nucléaire, les bombardiers stratégiques, puis les missiles balistiques intercontinentaux, passeraient au-dessus du pôle Nord. Le Groenland est littéralement sur la trajectoire de vol. C'est le bouclier naturel de l'Amérique du Nord. Cette réalité a conduit à la construction de l'une des infrastructures militaires les plus impressionnantes et les plus isolées au monde, la base aérienne de Thule, aujourd'hui Pituffik Space Base. Construite dans le plus grand secret au début des années 1950, dans des conditions climatiques extrêmes au nord-ouest du Groenland, Thule est un exploit d'ingénierie. Mais son importance réside dans ce qu'elle abrite, des radars surpuissants. Thule est devenu l'œil du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD. Ces radars à balayage électronique étaient capables de détecter le lancement de missiles soviétiques quelques minutes après leur décollage, offrant un temps d'alerte crucial de 15 à 25 minutes aux dirigeants américains pour riposter ou se mettre à l'abri. Sans Thule, l'Amérique du Nord était aveugle face à une attaque surprise venant du Nord. Pendant des décennies, des milliers de militaires américains ont vécu dans cet avant-poste glacé, assurant une veille permanente. La base a également joué un rôle clé dans la surveillance de l'espace, traquant les satellites en orbite polaire.
L'accord de défense de 1951 entre les États-Unis et le Danemark, qui régit encore aujourd'hui la présence militaire américaine, accorde à Washington des droits substantiels sur cette base. Pour les stratèges du Pentagone, Thulé n'est pas négociable. C'est une pierre angulaire de la dissuasion nucléaire occidentale. L'importance militaire du Groenland ne se limite pas à l'espace aérien et spatial. Elle est aussi navale. Durant la guerre froide, la principale menace pour les lignes de ravitaillement entre les États-Unis et l'Europe était la puissante flotte de sous-marins soviétiques, basée dans la péninsule de Kola, près de Mourmansk. Pour atteindre l'Atlantique ouvert et menacer les convois de l'OTAN, ces sous-marins devaient franchir un goulot d'étranglement géographique. Ce goulot est connu sous le nom de Gjuke Gap, l'espace maritime situé entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Le Groenland constitue le pilier ouest de cette barrière naturelle. Le contrôle des eaux autour du Groenland était essentiel pour installer des réseaux d'écoute sous-marine et pour patrouiller avec des avions de lutte anti-sous-marine. Si l'OTAN pouvait fermer le Gjuke Gap, la marine soviétique restait confinée dans les mers nordiques, incapable de projeter sa puissance loin dans l'Atlantique. Bien que la guerre froide soit terminée, la géographie n'a pas changé. Aujourd'hui, avec la modernisation de la flotte sous-marine russe et l'augmentation de son activité dans l'Atlantique Nord à des niveaux jamais vus depuis les années 1980, le concept du Gjuke Gap redevient une priorité pour l'OTAN. Le Groenland reste le verrou essentiel pour contrôler l'accès à l'Atlantique Nord. Ainsi, lorsque l'on examine l'histoire, la proposition d'achat du Groenland apparaît moins comme une idée saugrenue que comme la continuation d'une obsession stratégique américaine vieille de 150 ans. De Seward à Truman, en passant par les stratèges de la guerre froide, Washington a toujours considéré le Groenland comme une extension vitale de son périmètre de sécurité nationale. Ce n'est pas un simple territoire étranger, c'est le rempart nord du continent américain. Cependant, si l'intérêt militaire historique est indéniable, le XXIe siècle a ajouté une nouvelle dimension cruciale à l'équation groenlandaise. Ce n'est plus seulement une question de radars et de missiles, c'est désormais une question de ressources critiques et de nouvelles routes commerciales, dans un monde en pleine mutation climatique. Nous allons maintenant explorer ce qui se cache sous la glace fondante du Groenland et pourquoi les trésors géologiques de l'île sont devenus une priorité économique absolue pour les États-Unis, face à la domination chinoise sur les matériaux du futur. Nous avons vu que l'intérêt des États-Unis pour le Groenland est historiquement ancré dans la nécessité de sécuriser le flanc nord de l'Amérique contre les menaces militaires, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide. Mais au XXIe siècle, la définition de la sécurité nationale a évolué. Elle ne concerne plus seulement les missiles et les bases aériennes. Elle englobe désormais la sécurité économique et, plus spécifiquement, le contrôle des chaînes d'approvisionnement des matériaux qui font fonctionner notre monde moderne. Et c'est ici que le Groenland prend une nouvelle dimension, littéralement révélée par un phénomène planétaire, le changement climatique. L'Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. La calotte glaciaire groenlandaise, une masse de glace de 3 km d'épaisseur par endroit, fond à un rythme accéléré. Si ce phénomène est une source d'inquiétude majeure pour l'environnement mondial et la montée du niveau des mers, il a une conséquence paradoxale sur le plan géopolitique. Il rend accessible ce qui était autrefois intouchable. Le recul des glaces ouvre l'accès à des trésors géologiques enfouis depuis des millénaires. Le Groenland n'est plus seulement une base stratégique. Il est en train de devenir un nouvel Eldorado minier potentiel. Et ce qu'il contient intéresse au plus haut point Washington. Au cœur de cet intérêt économique se trouvent 17 éléments chimiques au nom obscur, mais à l'importance vitale, les terres rares. Contrairement à ce que leur nom indique, les terres rares ne sont pas particulièrement rares sur le plan géologique. On en trouve un peu partout dans la croûte terrestre. Cependant, il est extrêmement rare de les trouver dans des concentrations suffisamment élevées pour que leur extraction soit économiquement viable. De plus, le processus de séparation et de raffinage de ces métaux est complexe, coûteux et souvent très polluant. Pourquoi sont-elles si importantes ? Parce qu'elles sont les vitamines de l'industrie moderne. Sans terres rares, il n'y a pas de haute technologie. Le néodyme et le dysprosium sont essentiels pour fabriquer les aimants permanents surpuissants utilisés dans les moteurs des voitures électriques et les génératrices des éoliennes en mer. Le lantane est utilisé dans les batteries hybrides. L'yttrium, l'europium et le terbium sont indispensables pour les écrans LED de nos smartphones et téléviseurs. Mais au-delà de l'économie civile, les terres rares sont cruciales pour l'industrie de la défense américaine. Un avion de chasse F-35 contient des centaines de kilos de terres rares. Elles sont nécessaires pour les systèmes de guidage de missiles, les lasers, les communications satellitaires et les sonars.
Le problème pour les États-Unis est simple et alarmant. La Chine domine outrageusement ce secteur. Pendant des décennies, la Chine a investi massivement dans l'extraction et surtout dans le raffinage des terres rares, acceptant des coûts environnementaux que l'Occident refusait. Résultat, la Chine contrôle aujourd'hui environ 60% de l'extraction mondiale, mais surtout près de 90% du raffinage et de la transformation de ces métaux. Cette dépendance quasi totale envers un rival stratégique est considérée par Washington comme une vulnérabilité inacceptable. Si Pékin décidait de restreindre ses exportations de terres rares, comme cela a déjà été menacé par le passé lors de tensions diplomatiques, des pans entiers de l'industrie technologique et militaire américaine pourraient être paralysés. C'est ici qu'intervient le Groenland. Les géologues estiment que le Groenland abrite certaines des plus grandes réserves inexploitées de terres rares au monde. Des gisements comme celui de Kvanefjeld, dans le sud de l'île, sont considérés comme des sites de classe mondiale, contenant non seulement des terres rares, mais aussi de l'uranium et du zinc. Pour les États-Unis, le Groenland représente l'opportunité la plus prometteuse de briser le monopole chinois et de diversifier leur chaîne d'approvisionnement en dehors de l'Asie. Contrôler, ou du moins sécuriser l'accès à ces ressources groenlandaises, est devenu une priorité de sécurité nationale, aussi importante que de maintenir les radars de Thulé en état de marche. L'intérêt minier ne s'arrête pas aux terres rares. Le sous-sol groenlandais est une véritable table de Mendeleïev. L'agence scientifique américaine, l'US Geological Survey, estime que les eaux au large du Groenland pourraient contenir d'immenses réserves de pétrole et de gaz naturel. Bien que l'exploration pétrolière dans l'Arctique soit extrêmement coûteuse, risquée sur le plan environnemental et actuellement mise en veille par le gouvernement groenlandais qui privilégie les énergies renouvelables, le potentiel est là. Dans un monde où la sécurité énergétique reste une préoccupation majeure, ces réserves constituent une banque stratégique pour l'avenir. L'île regorge également d'autres minéraux critiques pour la transition énergétique mondiale, comme le cuivre, le nickel, le cobalt et les métaux du groupe du platine. Alors que le monde cherche à s'électrifier pour lutter contre le changement climatique, la demande pour ces métaux va exploser. Le Groenland pourrait devenir un fournisseur majeur pour l'Occident, réduisant la dépendance envers des sources plus instables, comme la République démocratique du Congo pour le cobalt ou la Russie pour le nickel. La fonte des glaces ne révèle pas seulement le sol, elle facilite aussi la logistique. Des fjords autrefois bloqués par les glaces une grande partie de l'année deviennent navigables plus longtemps, permettant l'acheminement du matériel minier lourd et l'exportation du minerai. Enfin, l'aspect économique du Groenland est indissociable de la révolution qui se prépare dans le transport maritime mondial, l'ouverture de l'Arctique. Le recul de la banquise estivale rend de plus en plus praticables deux nouvelles routes maritimes majeures. La route maritime du Nord le long de la côte russe et le passage du Nord-Ouest à travers l'archipel canadien au nord du Groenland. Ces routes ne sont pas de simples curiosités géographiques. Elles ont le potentiel de bouleverser le commerce mondial. Le passage du Nord-Ouest, par exemple, pourrait réduire la distance maritime entre l'Europe et l'Asie de plusieurs milliers de kilomètres par rapport aux trajets actuels passant par le canal de Panama ou le canal de Suez. Cela représente des économies colossales en termes de carburant et de temps de transit. Le Groenland est positionné à l'entrée orientale du passage du Nord-Ouest et sur le flanc de la route transpolaire qui passerait directement par le pôle Nord si la glace fond suffisamment. Dans ce futur arctique navigable, le Groenland ne sera plus une périphérie glacée, mais un carrefour central. Ces ports profonds, libres de glace toute l'année dans le sud, pourraient devenir des hubs logistiques majeurs pour le transbordement de marchandises entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ils pourraient également servir de base cruciale pour les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que pour la surveillance du trafic maritime croissant dans la région. Pour les États-Unis, puissance maritime dominante, s'assurer que ces nouvelles voies commerciales restent ouvertes, sûres et non dominées par des puissances rivales est essentiel. La position du Groenland est donc clé pour contrôler les flux commerciaux du futur. En résumé, le réchauffement climatique transforme le Groenland d'une barrière de glace en une opportunité économique stratégique. Les ressources qui y deviennent accessibles, en particulier les terres rares, sont essentielles à la puissance technologique et militaire du XXIe siècle. L'intérêt américain n'est donc pas seulement défensif, il est aussi proactif. Il s'agit de sécuriser les matériaux de l'avenir et les routes commerciales de demain. Cependant, les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir fait ce constat. D'autres grandes puissances ont les yeux rivés sur le Groenland, ce qui transforme l'île en un nouvel échiquier géopolitique complexe. De plus, le Groenland n'est pas un territoire vide. C'est une nation avec son propre peuple, ses propres aspirations à l'indépendance et une relation complexe avec le Danemark. Nous allons maintenant analyser cette grande compétition pour le Groenland, le rôle de la Chine et de la Russie, et pourquoi, au XXIe siècle,
On ne peut plus simplement acheter un pays, mais comment les États-Unis tentent d'y étendre leur influence par d'autres moyens. Nous avons exploré l'importance militaire historique du Groenland pour les États-Unis, et nous avons découvert le potentiel immense de ses ressources naturelles, révélées par la fonte des glaces. Si ces deux facteurs suffisent à expliquer l'intérêt de Washington, il manque une pièce cruciale au puzzle pour comprendre l'urgence et l'intensité des récentes manœuvres américaines. La concurrence. En géopolitique, la nature a horreur du vide. Si les États-Unis ne renforcent pas leur présence dans une région aussi stratégique que l'Arctique, d'autres puissances s'y engouffreront. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire au cours de la dernière décennie. Le Groenland est devenu le théâtre central d'un nouveau grand jeu polaire, impliquant principalement la Chine et, dans une autre mesure, la Russie. L'intérêt américain pour le Groenland aujourd'hui est donc autant une stratégie de déni, empêcher les rivaux de s'y installer, qu'une stratégie d'acquisition de ressources. La Chine, bien qu'elle ne possède aucun territoire dans l'Arctique, s'est autoproclamée État proche de l'Arctique en 2018. Cette déclaration a marqué l'officialisation de ses ambitions polaires, qu'elle intègre dans sa vaste stratégie mondiale des nouvelles routes de la soie, en y ajoutant une route de la soie polaire. Pour Pékin, le Groenland est une cible de choix pour 3 raisons. Les ressources en terres rares, les futures routes maritimes vers l'Europe, et la recherche scientifique qui a souvent un double usage, civil et militaire. L'approche chinoise au Groenland a été économique et méthodique. Des entreprises d'État chinoises ont investi dans des projets miniers, notamment le fameux site de terres rares de Kvanefjeld. Pour le Groenland, qui cherche désespérément des revenus pour financer son indépendance future vis-à-vis du Danemark, ces investissements chinois semblaient initialement attractifs. Mais c'est un projet d'infrastructure qui a véritablement déclenché l'alarme à Washington. En 2018, le gouvernement groenlandais cherchait à financer la construction de 3 nouveaux aéroports internationaux pour développer son tourisme et désenclaver l'île. Une entreprise d'État chinoise, CCCC, China Communications Construction Company, s'est retrouvée en position de force pour remporter l'appel d'offres. Pour le Pentagone, la perspective de voir une entreprise d'État chinoise construire et potentiellement contrôler des infrastructures aéroportuaires majeures sur le flanc nord de l'Amérique, à proximité de la base de Thulé, était inacceptable. C'était une ligne rouge. Dans une manœuvre diplomatique intense et discrète, les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement danois. Washington a fait comprendre à Copenhague que la sécurité de l'OTAN était en jeu. C'est dans ce contexte de haute tension géopolitique qu'est intervenue la suggestion de achat du Groenland en 2019. Si la logique stratégique était solide, la méthode diplomatique était désastreuse. Elle a ignoré une réalité fondamentale du XXIe siècle. Le Groenland n'est pas un simple terrain à vendre. C'est un territoire autonome au sein du royaume du Danemark, peuplé de 56 000 habitants, majoritairement inuits, qui possèdent leur propre gouvernement, leur parlement et leur fierté nationale. Le statut du Groenland est complexe. Il dispose d'une large autonomie interne sur l'éducation, la santé et les ressources naturelles, mais le Danemark gère encore les affaires étrangères et la défense, et verse une subvention annuelle qui représente une part importante du budget groenlandais. L'objectif à long terme de nombreux Groenlandais est l'indépendance complète. La proposition d'achat a été perçue comme insultante et néocoloniale par les Groenlandais et les Danois. Le Premier ministre groenlandais Kim Carlsen a répondu sèchement « Le Groenland n'est pas à vendre, mais il est ouvert aux affaires ». Ayant compris que l'approche transactionnelle brutale était contre-productive, les États-Unis ont rapidement changé de stratégie. Ils sont passés d'une tentative de acquisition à une stratégie de influence et de soft power. Si l'on ne peut pas acheter l'île, on peut acheter l'alliance et la loyauté de ses habitants en devenant leur partenaire privilégié. Depuis 2019, Washington a considérablement intensifié sa présence diplomatique et économique au Groenland de manière plus subtile et respectueuse. En 2020, les États-Unis ont rouvert un consulat à Nuuk, la capitale groenlandaise, pour la première fois depuis 1953. C'est un geste diplomatique fort qui permet un dialogue direct avec les autorités locales sans toujours passer par Copenhague. Washington a également annoncé un paquet d'aide économique de plus de 12 millions de dollars destiné au développement civil du Groenland. Éducation, tourisme, développement des ressources naturelles. Ce montant peut sembler modeste à l'échelle américaine, mais il est significatif pour une petite économie comme celle du Groenland. L'objectif est clair, montrer aux Groenlandais que les États-Unis sont un partenaire meilleur et plus fiable que la Chine. En investissant dans l'économie locale et en respectant le processus d'autonomisation politique, Washington espère s'assurer que quel que soit le futur statut du Groenland, autonome ou indépendant, il restera fermement ancré dans le camp occidental et continuera d'accueillir les bases militaires américaines. C'est une bataille pour les cœurs et les esprits, autant que pour les bases et les mines.
Les États-Unis savent que pour sécuriser durablement leurs intérêts stratégiques, ils ont besoin du consentement de la population locale. L'idée que les États-Unis veuillent acheter le Groenland a pu faire sourire, mais elle révèle l'un des enjeux géopolitiques les plus sérieux de notre époque. Le Groenland est au carrefour de l'histoire militaire, de la sécurité économique future et de la compétition entre grandes puissances dans un monde en réchauffement. C'est la sentinelle indispensable face aux menaces balistiques. C'est le coffre-fort potentiel des matériaux qui alimenteront la technologie de demain, permettant de réduire la dépendance face à la Chine. C'est le pivot des futures routes commerciales maritimes. Et c'est le terrain d'affrontement où l'Occident doit contrer les ambitions polaires de Pékin et Moscou. Loin d'être une blague, l'intérêt américain pour le Groenland est une reconnaissance lucide de sa valeur inestimable. Dans le grand jeu d'échecs mondial du XXIe siècle, le Groenland est l'une des pièces maîtresses, et les États-Unis sont déterminés à ce qu'elle reste de leur côté de l'échiquier, non pas en l'achetant comme au XIXe siècle, mais en gagnant son partenariat stratégique pour les décennies à venir.